théorie portant sur l'univers vivant, les concepts de STE qui sont en lien avec une partie de la biologie qui est la génétique. Nous allons aborder de façon quand même assez synthétique la génétique. Alors, la génétique, au début de ce cours, nous allons voir beaucoup de mots de vocabulaire et par la suite, vous allez voir par des illustrations, on va ramener ces définitions-là, ces mots avec leurs définitions dans les illustrations. La génétique, c'est la science qui va étudier les gènes, leur transmission de génération en génération, on appelle ça l'hérédité, ainsi que leur variation au sein des espèces. L'hérédité, c'est la transmission des caractères des parents à leurs descendants, bien entendu, les enfants. Donc, les parents ont déjà un bagage génétique qu'ils vont transmettre à leurs descendants. Un caractère, c'est une propriété physique, psychologique, physiologique, qui peut varier d'un individu à l'autre au sein d'une même espèce. Un caractère est légué par l'un ou l'autre des parents. Ce sont les gènes qui déterminent par l'intermédiaire des protéines pour lesquelles ils codent l'expression des caractères. Donc, on va aller vraiment dans le détail un petit peu plus loin dans ce cours. Nous allons comprendre ces notions-là. Exemple de caractère, vous avez la couleur des yeux, la grandeur, la forme du visage. On peut avoir aussi, on peut l'ajouter, le groupe sanguin, etc. Les gènes, ce sont des fragments d'ADN. Nous allons définir dans quelques instants, les lettres que veulent dire le A, le D et le N, qui contiennent l'information nécessaire pour fabriquer des protéines, donc pour faire la synthèse des protéines. Et les protéines, nous l'avons mentionné tantôt, sont des molécules responsables de plusieurs fonctions essentielles à la vie des cellules, qui jouent un rôle important dans l'expression des caractères génétiques des individus. L'être humain possède plus de 100 000 protéines différentes qui ont chacune un rôle précis. Par exemple, nous avons la mélanine pour la couleur de la peau, mais nous allons revenir un petit peu plus tard dans les détails. Par la suite, pourquoi les caractères varient-ils d'un individu à l'autre? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut regarder à l'intérieur de nos cellules humaines. La chromatine, c'est un amas d'ADN. L'ADN, les abréviations viennent de acide. Donc, le A pour acide. Le D, c'est le sucre qui compose la molécule d'ADN, qui est le désoxyribose. Donc, désoxyribo. Et le N vient de nucléique, qui correspond à noyau. Donc, les 3 lettres de l'ADN viennent de ce mot. Alors, l'amas d'ADN et de protéines qu'on observe à l'intérieur du noyau de la cellule. De la plupart des cellules qui ne sont pas en division. Un chromosome, c'est une structure qu'on peut voir avec un microscope qui résulte de la condensation de la chromatine. L'être humain contient environ, pas environ, mais contient 46 chromosomes. Alors ici, le chromosome, en fait, lorsque vous avez des brins d'ADN sur les protéines, il va y avoir un enroulement. Nous allons avoir, en fait, l'ADN condensé. Et ça va nous donner un chromosome. On va aller dans les détails dans quelques instants. Le karyotype, c'est la représentation ordonnée des chromosomes d'un individu obtenu par le regroupement de ceux-ci par paire et en fonction de leur taille. Pour chaque chromosome, on en trouve un autre qui a la même taille et la même forme. Ainsi, les 46 chromosomes de l'être humain forment
23 paires de chromosomes. Nous allons avoir pour ce cours de petites vidéos qui vont nous illustrer ce que nous retrouvons dans ce cours théorique. La 23e paire de chromosomes établissent, donc ces chromosomes-là vont établir le sexe de la personne. Par exemple, le chromosome XX, c'est la fille. Et pour le garçon, c'est le chromosome XY, donc pour le garçon. Parfois, on remarque la présence d'un troisième chromosome sur la 21e paire. Dans ce cas, la personne est atteinte de trisomie qu'on appelle 21 ou syndrome de Down. Chaque chromosome est constitué d'ADN et le tout ressemble à une double hélice. Comme je l'ai mentionné tantôt, on va avoir beaucoup d'illustrations et je vais mettre aussi beaucoup de liens pour des vidéos qui vont nous montrer cette représentation-là de l'ADN. L'ADN, je répète, c'est l'acide désoxyribonucléique, est constitué de 4 types de molécules qu'on appelle les nucléotides. On va les voir un petit peu plus en détail dans quelques instants. Un nucléotide d'ADN est composé d'un sucre. Alors, comme on l'a mentionné tantôt, le D pour le sucre, qui est le désoxyribose. C'est aussi constitué d'un groupement phosphate et d'une base azotée. Donc, je le rappelle, ça paraît un petit peu abstrait, mais nous allons l'illustrer dans quelques instants. Un petit rappel, on reprend le gène, on se souvient que c'est un segment d'ADN, nous allons l'illustrer dans quelques instants, qui contient notre information, l'information pour la fabrication des protéines. On se souvient aussi peut-être de notre troisième secondaire. Eucaryotes veut dire simplement que ce sont les organismes vivants qui ont des cellules qui contiennent un noyau. Alors, c'était un petit rappel. Nous allons aller voir ça en détail. Voici la cellule humaine. La cellule humaine a environ une taille de 0,02 mm. Alors, c'est vraiment petit. Et l'humain en contient des cellules, environ 50 000 milliards. Donc, c'est beaucoup. En fait, l'ADN, c'est le code de la vie. Et on retrouve dans le noyau l'ADN, donc les fragments d'ADN qui ont été enroulés autour des protéines. Donc, on retrouve dans le noyau des protéines, des fragments d'ADN qui sont en fait qui sont regroupés et qu'on appelle les chromosomes. Les chromosomes, ça contient une immense molécule d'ADN. Regardez, on va la dérouler. C'est comme un fil pelotonné. Donc, c'est comme une pelote de laine, en fait, donc un fil qui est enroulé. Et lorsqu'on déroule ce fil, c'est environ d'une longueur de 2 mètres. Alors, ce qui est contenu, donc l'ADN, lorsqu'on parle d'un chromosome, donc lorsqu'on déroule ce brin-là d'ADN, c'est plus de 2 mètres de long. Sur ce long fil, on retrouve, on l'a mentionné tantôt, là, les gènes. On retrouve des gènes. Exemple, j'ai ici un gène quelconque. J'ai plus loin un autre gène, etc. Donc, on retrouve des gènes qui sont des fragments d'ADN. Donc, on se souvient de la définition que nous avons vue un petit peu plus haut. Le gène, lui, contient les instructions nécessaires à la fabrication des protéines. Donc, le gène, il y a des instructions, des informations pour permettre la fabrication des protéines. Donc, ça va permettre la fabrication des protéines. Nous allons la voir en détail, donc, un petit peu plus tard. Donc,
le gène, on retient que ce sont des fragments d'ADN. Le gène contient des instructions pour la fabrication des protéines. Et les protéines, c'est important pour l'expression des caractères. Par exemple, l'insuline, par exemple, va s'occuper de notre niveau de sucre dans le sang. Donc, c'est important. D'autres protéines vont s'occuper de la couleur de notre peau, etc., la couleur de nos yeux, etc. Maintenant, si on zoome, on a ici ce qu'on voit apparaître, ce qu'on a mentionné, la double hélice. Donc là, on a déroulé le brin d'ADN et là, on zoome. Qu'est-ce qu'on retrouve? Lorsqu'on zoome, alors on a parlé tout à l'heure que l'ADN contenait un sucre, du phosphate et une base azotée. Alors, si je ramène ici, c'est comme en fait deux barreaux d'échelle. Je vais les représenter de cette manière. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve en fait, donc les deux brins, là, on retrouve, ça pourrait être un gène là, si on prend une partie de notre ADN, ça pourrait être un gène, ici, décodé d'une certaine façon. La façon dont est codé le gène, une partie du brin de l'ADN, c'est avec des bases azotées que nous allons noter par des lettres. On va aller voir le détail tantôt, dans quelques instants. Alors, la base azotée A se lie toujours à la base azotée T. Ça peut être l'inverse aussi. Si nous avons T, il va se lier avec A. Qu'est-ce que nous retrouvons entre les barreaux? En fait, ici, les lettres, il y en a 4. Je vais juste peut-être l'effacer pour me laisser un petit peu d'espace. En fait, les bases azotées, nous en avons 4. Vous n'avez pas besoin de le prendre en note. Nous allons le voir dans quelques instants. Alors, si nous avons par exemple T, il va être lié avec la base azotée A. Nous avons une autre base azotée C qui va être liée avec G. On ne pourra pas avoir une base azotée A liée avec G, par exemple. Nous pouvons avoir l'inverse, G, qui est lié avec C. Alors, nous avons nos bases azotées qui sont identifiées par des lettres. Donc, la base azotée. C'est lorsqu'on fait le zoom sur notre brin d'ADN. Donc, on retrouve un code. Nous retrouvons ici le sucre. Donc, vous avez le sucre, et nous avons nos molécules de phosphate. Alors, le phosphate, par exemple, on va retrouver, on va l'effacer ici, on va se faire un petit espace. Le phosphate va se retrouver ici. Et voilà. Alors, ça, c'est lorsque nous zoomons. Alors, le phosphate, le phosphate, le phosphate. Ça forme un brin d'ADN. Alors, nous avons notre base azotée, nos sucres, et voilà. Nous avons nos phosphates. Alors, c'est lorsque nous faisons le zoom sur une partie, un fragment d'ADN, donc ça correspond peut-être à un gène, ce que nous avons ici de codé. Alors, tout ça ici, lorsqu'on parle de la base azotée, on l'a mentionné tantôt, donc je vous ai mentionné que tous les mots de vocabulaire seraient expliqués, en tout cas illustrés du moins. Alors ici, lorsque nous avons notre base azotée, lorsque nous avons le sucre et la molécule de phosphate, nous appelons cela le nucléotide. Nous l'avions défini. Donc, il y a plusieurs, dans un brin, dans un segment d'ADN, pardon, il y a plusieurs nucléotides. Maintenant, nous avons que la chaîne d'ADN, en fait, c'est un enchaînement des nucléotides
Et cet enchaînement-là des nucléotides, ça nous donne un message codé. En fait, l'ADN, c'est une molécule informative. C'est un code, en fait. Donc, de beaucoup d'instructions. On va rentrer dans les détails encore un peu plus. Lorsque la cellule se divise, la chromatine se condense en chromosomes. Nous l'avons vu tantôt. C'est à l'intérieur des chromosomes que l'on trouve les gènes, qui sont des segments d'ADN. Nous l'avons mentionné tout à l'heure. On peut donner un exemple. Donc, supposons que j'ai une mouche avec des yeux noirs. On pourrait avoir, par exemple, comme fragment d'ADN, donc un gène, avec les bases suivantes azotées. Donc, je vais juste les dessiner. Nous allons comprendre dans quelques instants la signification, du moins la signification des lettres. Donc, supposons que ce gène, cette partie-là du gène, va muter. Donc, je vais la faire muter. On fait souvent subir des petites mutations génétiques aux petites mouches, par exemple la drosophile. Donc, supposons que j'ai un brin d'ADN qui est codé de cette manière. Donc, ça, c'est mon brin d'ADN. Donc, nous avons les deux barreaux. Et voilà, je ne vais pas mettre les bases, le phosphate ni le sucre, mais on comprend que c'est notre brin d'ADN. Alors ici, vous avez la caractéristique ici qui permet à la mouche d'avoir les yeux noirs. Donc, c'est le même gène, mais il y a ce qu'on appelle ici un allèle qui est différent. Donc, vous allez voir sur l'autre mouche, ici nous avons une mouche aux yeux rouges, nous allons avoir la même copie du gène, donc la même chose, même copie. Cette fois-ci, ce segment-là, ici, au lieu de retrouver, par exemple, le G qui est lié avec le C, nous avons le T qui est lié avec le A. Donc, supposons que nous remplaçons par une mutation. La mutation peut se faire naturelle, elle peut se faire aussi par manipulation génétique. Alors, supposons que nous avons le même gène, mais que l'allèle est différent. À ce moment-là, la mouche va avoir les yeux rouges. On comprendra que l'humain a les mêmes gènes, mais nous avons des versions différentes. Alors, c'est ce que j'ai voulu montrer pour la mouche. La mouche possède le même gène pour les yeux, par exemple, mais par contre, il va y avoir un allèle qui va déterminer la couleur. Donc, voyez-vous, ça va dépendre de comment les lettres sont placées. Et c'est de cette manière que nous allons avoir des caractéristiques qui sont différentes. Pourtant, nous avons les mêmes gènes. Maintenant, définissons nos bases azotées. On a vu les lettres. Le A, c'est pour l'adénine. Le T, donc ce que l'on voyait tantôt dans le fragment d'ADN. Alors, on voyait les lettres AT, C et G. Alors, vous avez le T qui est pour la thymine, le A pour l'adénine, le G pour la guanine et le C pour la cytosine. L'appariement des bases azotées ne se fait pas au hasard. Chaque base azotée se lie toujours à la même base azotée qui lui est complémentaire. Ainsi, vous avez que l'adénine est complémentaire à la thymine. Et donc, on peut avoir, comme on l'a illustré tantôt, A avec T ou T avec A. La cytosine
se lie toujours à la guanine. Et vice-versa. Donc, on l'a vu tantôt, le C avec le G ou le G avec le C. Chaque jour, nous renouvelons environ 200 milliards de cellules. Alors, ici, nous avons une chaîne d'ADN avec les bases azotées. Donc, vous remarquez la forme d'hélice et vous remarquez les lettres qui vont avec chacune des bases azotées. Nous avons par la suite, comme nous l'avons illustré tantôt, les sucres et le phosphate. Alors, l'humain, possède environ 30 000 gènes qui constituent ce qu'on appelle le génome. C'est notre patrimoine génétique. Puis l'ADN d'une cellule humaine, simplement l'ADN d'une cellule humaine comprend environ 3,5 milliards de nucléotides. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de nucléotides que nous avons dans l'ADN d'une seule cellule humaine. Le gène, lui, on l'a mentionné tantôt, c'est un segment d'ADN qui constitue de 2000 à 5 millions de nucléotides. Alors, c'est très, très difficile de décoder le code génétique de l'humain parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gènes, il y a beaucoup, beaucoup de nucléotides, etc. Le gène contient les instructions nécessaires à la fabrication des protéines, on l'a mentionné tantôt. Les protéines, ça constitue et répare le tissu du corps humain. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important de faire la synthèse des protéines. Bon, qu'est-ce qui peut se passer sur un brin d'ADN? Sur un brin d'ADN, il peut y avoir, au moment de la conception, donc lorsque le papa et la maman conçoivent un enfant, alors il peut y avoir une mutation génétique sur l'ADN. Alors, par exemple, on peut avoir une mutation qui va amener l'enfant à être daltonien. On peut avoir aussi des mutations qui sont plus complexes. Les mutations qui sont plus complexes vont briser l'ADN un petit peu partout. On pense entre autres, ces mutations-là, plus complexes, qui ne viennent pas du père et de la mère, en fait, lors de la conception, c'est après. Donc, ces mutations-là plus complexes, on pense, entre autres, au cancer. J'en donne quelques exemples. La maladie d'Alzheimer aussi. Alors, qu'est-ce qui se produit justement? C'est complexe. Qu'est-ce qui se produit au niveau de l'ADN? Alors, c'est souvent lié à notre mode de vie ou à notre environnement. Il va y avoir des brisures qui vont se faire, soit par exemple, les pesticides dans notre environnement, euh, les rayons ultraviolets du soleil, par exemple, on pense au cancer de la peau, la fumée de cigarette, qui peut amener des cellules du poumon, par exemple, à développer un cancer, donc fumée de cigarette ou la fumée tout court. Nous avons aussi les micro-ondes, la radioactivité, etc. Donc, ça peut venir briser notre ADN et par le fait même, provoquer donc des cellules qui seront malades, donc des cellules qui vont se diviser et qui vont être imparfaites et elles vont induire un cancer à ce moment-là. Nous avons par la suite, je vous l'ai mentionné tantôt, au niveau des bases azotées, l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine, voici, on le voit un petit peu plus gros, on a comme zoomé, on voit le sucre qui est lié avec la base azotée et vous avez le groupement phosphate. Alors, c'est une représentation un petit peu plus grosse pour qu'on puisse imaginer les nucléotides. En fait, là, ici, ce sont nos nucléotides. Donc, lorsque vous avez un nucléotide, on peut l'écrire, nucléotide.
Et ça, comme on le mentionnait tantôt, nous en avons beaucoup. Nous en avons environ 3,5 milliards de nucléotides. Alors, ça comprend la base azotée, le sucre et le groupement phosphate. Maintenant, la protéine, encore un rappel, on se souvient que c'était des molécules, donc molécules qui jouent un rôle précis dans le fonctionnement d'un organisme et dans l'expression de ses caractères. Alors, il y a plusieurs rôles que jouent les protéines. L'être humain possède plus de 100 000, donc c'est un rappel, 100 000 protéines différentes qui ont chacun un rôle précis. Voyons ces rôles. Alors, les rôles ou les fonctions des protéines, un rôle, par exemple, de soutien. Un exemple, l'élastine. C'est une protéine qui donne la rigidité à la peau tout en la gardant élastique. On a aussi le collagène, qui est une protéine qui va contribuer à la solidité de la peau. Un autre rôle des protéines, le transport des substances. Alors, on n'oublie pas que les gènes et la production de protéines, c'est ce qui détermine l'expression des caractères chez les individus. Là, on est dans les rôles ou fonctions des protéines. Par exemple, l'hémoglobine est une protéine qui permet le transport de l'oxygène dans le sang. Donc, transport. Ensuite, ça contrôle. C'est très, très, très important pour le contrôle et pour les messages. Donc, contrôle et messages. Les hormones, par exemple, sont des protéines qui jouent le rôle de contrôleur ou de messager dans l'organisme. Par exemple, l'insuline, l'insuline participe au contrôle de la quantité de sucre présent dans le sang. Nous avons par la suite l'immunité, le système immunitaire. Par exemple, les anticorps qui nous protègent de certaines maladies sont des protéines. Et nous avons la catalyse. Ce sont les enzymes qui sont des protéines qui permettent des réactions biochimiques dans l'organisme. Par exemple, l'amylase permet la digestion de l'amidon. Alors, ce sont des catalyseurs. Ils vont permettre, par exemple, d'avoir une digestion aussi qui est plus rapide. Nous avons, par exemple, aussi comme protéine la mélanine, qui va donner comme caractère la couleur de la peau. Alors, la production des protéines est contrôlée par les gènes. Qu'est-ce qu'un acide aminé? C'est simplement une molécule qui peut se lier à d'autres acides aminés pour former des protéines. On va aller voir de quelle façon ça se forme, les protéines. La synthèse des protéines. La synthèse, c'est la fabrication d'une protéine par la cellule. Nous allons l'illustrer dans quelques instants. Donc là, c'est du vocabulaire lancé un peu dans le vide. Alors, les ribosomes, situés à l'extérieur du noyau, fabriquent les protéines à partir des instructions contenues dans les gènes situés dans le noyau. En fait, la synthèse des protéines se fait à l'extérieur, donc on va voir tantôt, à l'extérieur du noyau de la cellule. Alors, ça va nous prendre des messagers pour pouvoir effectuer cette tâche. Alors, on va parler de transcription et de traduction. Donc, dans le but de fabriquer des protéines. Donc, on va utiliser les gènes
qui vont donner de l'information. Nous allons la transcrire, cette information-là. Nous allons la sortir du noyau de la cellule, en fait, pour permettre la synthèse des protéines. Donc, parlons d'ADN et d'ARN. Nous allons en avoir de besoin. Alors, on se souvient que l'ADN, c'est de l'acide désoxyribonucléique, qui est le double brin. Donc, on le voit ici, double hélice. L'ARN, c'est l'acide. Nous allons l'écrire. Donc, c'est l'acide. Le A pour acide. En fait, le brin d'ARN est semblable au brin d'ADN. C'est le sucre qui n'est pas le même. Le sucre, c'est le ribose. Alors, c'est pour cette raison que nous l'appelons, cette molécule, acide donc le R pour le sucre, ribonucléique pour noyau. Et voilà. Alors, vous allez voir que l'acide ribonucléique va nous servir dans la synthèse des protéines. Nous allons l'illustrer dans quelques instants. Et je répète que vous aurez des vidéos aussi qui vont vous permettre de comprendre ces notions. Alors, la fonction de l'ADN, c'est le support de l'information génétique. Donc, ça comprend toutes les informations. L'ARN, sa fonction, c'est que ça va copier une portion de l'ADN. C'est ce que ça va faire. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'ADN et l'ARN? L'ADN, son sucre, c'est le désoxyribose, alors que l'ARN, son sucre, c'est le ribose. Les bases au niveau de l'ADN sont l'adénine, la guanine, donc le adénine pour A, guanine pour G, thymine pour T et cytosine pour C. Par contre, les bases pour l'ARN, c'est presque les mêmes qu'on retrouve pour l'ADN. Nous avons A pour l'adénine, G pour la guanine. Par contre, la thymine est remplacée par l'uracile. La cytosine est la même. Et la structure, pour l'ADN, c'est notre double hélice, alors que normalement, pour l'ARN, c'est un brin qui est plus court et qui est simple. Donc, on prend comme... donc, c'est ça, c'est comme juste un barreau, en fait, qu'on retrouve au lieu d'en retrouver deux. Maintenant, allons dans la transcription. En fait, le but, la vision globale ici, c'est que nous allons faire la synthèse des protéines. Et de quelle façon ça va se faire? En fait, la transcription, ça se fait avec l'aide de l'ARN, qu'on va appeler l'ARN messager, qu'on va noter ARN avec un M. Ah, donc, la transcription de l'ADN en ARN messager. Alors, c'est la double hélice d'ADN qui va s'ouvrir et une molécule d'ARN messager est construite par l'ajout de nucléotides un à un en suivant les règles d'appariement. Alors ici, comme on l'a mentionné tantôt, le T est remplacé par le U. L'information génétique de l'ADN est ainsi copiée à l'ARN messager. En fait, le but de ça, c'est que l'ADN ne peut pas sortir du noyau, mais elle doit aller donner de l'information pour la fabrication, la synthèse des protéines. Pour ce faire, son message à l'ADN doit sortir, son code doit sortir du noyau. Alors, ce code va sortir avec l'ARN messager. Ça va sortir du noyau et la synthèse des protéines va pouvoir se faire à l'extérieur du noyau. Alors, ça prend vraiment un messager parce que l'ADN ne peut pas sortir du noyau. L'information génétique de l'ADN est ainsi copiée à l'ARN messager. Alors, l'ADN, l'attachement de l'ARN messager au ribosome, ça aussi, on va vous l'illustrer dans quelques instants. Donc, lorsque l'ARN messager sort du noyau, donc c'est pour ça que nous avons l'ARN qui est notre messager, va aller porter l'information à l'extérieur du noyau de la cellule.
Il va s'attacher à un ribosome. Et le ribosome, lui, c'est un peu comme un décodeur. Alors, ce dernier glisse sur l'ARN messager en lisant, donc il va décoder les nucléotides par triplet, par groupe de 3. Lorsqu'il rencontre un triplet AUG, par exemple, c'est la construction de la protéine qui débute. Donc, il y a des triplets qui vont commencer qui vont commencer une synthèse de protéines. Il y a d'autres triplets qui vont la terminer, cette synthèse-là de protéines. Ça, c'est le code génétique. On va le voir tantôt en tableau. Donc, en fait, ça paraît un petit peu compliqué, mais on va illustrer ça de façon très simple. Ici, j'ai pris la figure qui est dans votre manuel, mais on va aller voir de façon plus claire une autre illustration. Alors, nous avons ici une autre illustration. Alors, en fait, nous avons l'ADN qui est dans le noyau. Ici. Alors, ce que nous voulons faire, nous voulons transcrire le code de l'ADN qui est dans le noyau pour sortir du noyau et aller fabriquer les protéines. Par contre, l'information de l'ADN, comme on l'a mentionné tantôt, est dans le noyau et elle ne peut pas sortir. Alors, nous allons avoir un ribosome qui va arriver. Donc, le ribosome, je ne l'ai pas illustré ici, là, mais le ribosome, en fait, qui va arriver, en fait, on peut dire aussi une enzyme qui va séparer les brins d'ADN. Alors, ce qu'il faut garder comme vision globale, c'est la suivante. C'est que le noyau, lui, contient l'ADN. L'ADN ne peut pas sortir du noyau pour aller faire la synthèse des protéines. Alors, arrive l'ARN. Donc, nous avons l'ouverture du brin d'ADN, l'ARN qui vient se lier ici à la branche de notre ADN. Et par la suite, donc, elle va se lier, mais en respectant toujours que le T va avec le A, le T va avec le A. Donc, en fait, c'est un message qu'elle va aller coder, qu'elle va aller récupérer de notre ADN. Alors, on voit le message. Par contre, le A va se lier à certains endroits au U, etc. Ensuite, qu'est-ce qui va se produire? Donc, l'ADN, comme on l'a mentionné, lié dans le noyau. La synthèse des protéines se fait à l'extérieur du noyau de la cellule. En fait, dans le cytoplasme de la cellule, donc l'extérieur du noyau, c'est le cytoplasme, c'est l'intérieur de la cellule. On voit que le T est remplacé à certains endroits par le U. Ensuite, que va-t-il se produire? Alors, nous avons une copie de l'AD, donc une copie de l'ARN qui va être faite en ARN messager. Donc, la copie du gène en ARN qui est égale à l'ARN messager. Et l'ARN messager va pouvoir quitter. Donc, il a pris ces informations-là. Ce brin-là contient les informations prises ici dans l'hélice d'ADN, donc dans la partie de l'ADN qui est toujours dans le noyau. Mais cette partie-là, qui a juste un brin, comme on l'a vu tantôt dans le tableau, va pouvoir quitter le noyau de la cellule. Donc, ça va aller, va vers le cytoplasme. Donc là, l'ARN messager a le code de l'ADN, va pouvoir sortir du noyau, donc va aller vers le cytoplasme, donc ça veut dire extérieur du noyau, mais on reste toujours dans la cellule, extérieur du noyau. Et par la suite,
Donc là, je répète, là, cette séquence-là, en fait, c'est une portion de l'ADN. Hein, on n'oublie pas qu'on a des gènes, on a de l'information, un bagage génétique, on a des allèles qui nous donnent des caractéristiques aussi. Les gènes nous donnent des caractéristiques, mais on a des allèles qui sont différentes d'un gène à l'autre. Alors, ces séquences-là d'un allèle vont être copiées. Alors, voici la copie. Puis, exportées dans le cytoplasme. Donc, on sort du noyau. Donc, c'est ça la première étape qu'on appelle la transcription. Donc, on a transcrit des informations. Nous sommes sortis du noyau. Maintenant, la traduction. Juste avant, on va revenir à la transcription parce que je voulais écrire la transcription. Ça nous permet, non, c'est pas ici, pardon, c'est ici, donc notre traduction. La traduction, elle va se faire dans le cytoplasme. Dans le cytoplasme. Alors là, vision globale de tout ça, nous avons vraiment un code génétique, nous avons un fragment de l'ADN qui correspond à un gène. Un gène, il y a des allèles qui peuvent varier d'un individu à l'autre. Alors, ça nous prend le code génétique. Le gène, lui, va servir à donc il est codé, va nous servir à la fabrication, à la synthèse des protéines. Mais le bagage génétique est contenu dans le noyau de la cellule. Et l'ADN ne peut pas sortir du noyau de du noyau de la cellule. Alors, nous avons l'ARN messager qui est allé prendre les informations de l'allèle, du gène, et par la suite, sort du noyau, va être dans le cytoplasme, donc toujours dans la cellule, mais pas dans le noyau. Et là, il va commencer la traduction. La traduction de l'ARN messager en protéines. Donc, c'est pour ça, c'est le but. Donc, on va avoir des protéines qui vont être formées. C'est le ribosome. On va l'illustrer tantôt, on va le voir. C'est le ribosome qui va lire les triplets des nucléotides les uns après les autres. Donc, il va lire par triplet. Donc, chaque triplet détermine l'acide aminé qui doit s'ajouter selon un code qu'on appelle le code génétique. Nous allons voir un tableau dans quelques instants. On n'a pas besoin de l'apprendre par cœur. Alors, les acides aminés sont acheminés vers la chaîne par les ARN de transfert qui portent d'un côté le triplet de nucléotides complémentaire à celui de l'ARN messager et de l'autre l'acide aminé désigné. Alors, les acides aminés sont alors reliés ensemble et l'ARN est libéré. Fin de la synthèse des protéines. Lorsque le ribosome rencontre un triplet de nucléotides UAA ou UAG ou UGA, cela signifie que la chaîne d'acides aminés est complétée. La protéine est alors libérée du ribosome. Elle peut se replier sur elle-même et accomplir son rôle dans l'organisme. Bon, ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Nous allons l'illustrer dans quelques instants. Alors, on va comprendre toutes les informations. Alors, on répète, les gènes contiennent l'information pour synthétiser une protéine. Mais il faut amener cette information-là à l'extérieur du noyau. Ça se fait par l'ARN messager. Une fois l'ARN messager sorti du noyau, elle se retrouve dans le cytoplasme de la cellule. Elle est encore à l'intérieur de la cellule. À ce moment-là, va commencer la traduction. Alors, nous avons, donc la traduction sera utilisée dans la cellule. Donc, la traduction va permettre la synthèse de la protéine, des protéines, et ça va être utilisé dans la cellule ou bien à l'extérieur de la cellule ou être exporté. Alors, ici, vous avez ce que ça forme, une chaîne de protéines. Et voilà, une chaîne de protéines. Nous sommes dans le cytoplasme présentement. Protéines. Nous avons ici le ribosome, c'est en bleu ici. Le ribosome, lui, qu'est-ce qu'il fait? Notre ribosome, c'est tout simplement, c'est notre tête de lecture.
Lui, il est en train de décoder. C'est une tête de lecture. Il va lire, lui, le ribosome par paquet de 3. Il va aller lire et à ce moment-là, cette tête de lecture-là va permettre de faire la chaîne polypeptidique, donc pour la fabrication, la synthèse des protéines. Donc, à chaque triplet, donc cette tête-là de lecture, elle va décoder, puis à chaque triplet, donc ça va être décodé, hein, c'est par triplet. Lorsque le ribosome va avoir fait cette lecture-là, on associe à chaque triplet qui est lu une protéine. Et chaque protéine va former une chaîne qu'on appelle la chaîne polypeptidique. Donc, on la voit ici. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là à l'ARN? L'ARN, messager, va être tout simplement détruit après la traduction. Vous pouvez aller voir pour les protéines, dans votre manuel, la page 394, vous allez voir tous les agencements, les triplets en fait, qui forment les différentes protéines. Alors, voici la traduction, mais ça ici, c'est une image, on ne voit pas très très bien. Ça, c'est le sens du déplacement du ribosome. L'ARN messager, regardez, qui est ici, qui est en train de se faire décoder par le ribosome. Puis le ribosome, ben, lui, s'assure d'associer les bons triplets qui ont été lus pour former justement la bonne protéine. Alors, c'est de cette façon-là que se fait la traduction. Mais ça se fait avec des règles établies à l'avance, qu'on appelle le code génétique. Juste avant d'aller voir le code génétique, alors ici, c'est une illustration un petit peu mieux. Donc, vous aviez l'ADN, en fait, ça fait une synthèse. L'ADN, nous avons eu l'ARN qui fait la transcription, qui part du noyau, donc qui est capable de sortir avec le seul brin, qui va être par la suite lu par triplet par le ribosome, et par la suite, les protéines vont se lier, donc parce qu'il y a un code génétique qui existe réellement. Donc, il va y avoir les protéines qui vont être formées en chaîne. Et par la suite, le ribosome, le brin de ARN va être détruit tout simplement. Le ribosome va se déplacer tout le long pour faire la lecture. Donc, vous avez, en fait, c'est la transcription et la traduction. Et ça ici, ce sont les différentes protéines. Donc, vous en avez environ 20 acides aminés possibles que nous allons voir. Avant de les voir, on va juste compléter ce petit tableau. Donc, le type et le rôle, vous avez à ce moment-là l'ARN messager qu'on note, ARN avec un petit M, qui transporte les instructions du gène. Le gène ne peut pas sortir du noyau vers le ribosome. Ensuite, vous avez l'ARN de transfert, ARNT, qui va transférer les acides aminés se trouvant dans le cytoplasme de la cellule vers les ribosomes pour fabriquer les protéines. Donc, c'est un petit tableau de synthèse. Voici le code génétique. Nous n'avons pas à l'apprendre par cœur. Alors, on voit nos codons. C'est des codons. Lorsqu'on les prend, là, les différents codons qui nous disent, OK, la protéine, elle a terminé de se faire fabriquer. Donc, on a des codons stop qui permettent de stopper. Nous avons des codons aussi pour le début. Et nous avons les codons pour les différentes protéines. Donc, voyez-vous, lorsque le ribosome a lu une séquence de l'ARN messager, alors il peut associer la bonne protéine, il peut à ce moment-là avoir la bonne protéine qui se forme et vous avez les triplets ici pour chacune des protéines formées. Donc, ce tableau donne les diverses combinaisons possibles des 4 nucléotides pris 3 par 3 et leur signification.
Alors, c'est un code qui existe. Alors, c'est quand même assez complexe, mais vous allez avoir des vidéos. Je vais vous mettre des liens pour visionner le tout en vidéo avec des animations. Maintenant, allons dans les croisements. Donc, on sait que notre bagage génétique est dans notre cellule. Alors, maintenant, nous, par l'hérédité, donc, nous avons hérité de caractéristiques venant de nos parents. Donc, nous allons aller voir justement les croisements entre entre des individus. Comme tantôt, nous allons donner du vocabulaire. Une lignée pure, c'est simplement un groupe d'individus d'une même espèce qui, pour un caractère particulier, n'engendre que des descendants ayant le même caractère sans variation. C'est M. Mendel, donc Gregor Mendel, qui fut le premier à comprendre comment les caractères sont transmis grâce à des croisements qu'il effectua avec des petits pois, donc des plants de pois. Il est considéré comme le père de la génétique. Alors ici, je reviens ici, même chose tantôt lorsqu'on va voir avec l'échiquier de Punette, lorsqu'on va voir les croisements, je vais ramener ce vocabulaire-là. Donc, ça va être du vocabulaire un peu plus concret. Alors, lorsqu'on va parler aussi de caractères particuliers, donc lorsqu'on va parler de la lignée pure, on va parler d'individus. Ça va être des individus, et on va le voir tantôt avec l'échiquier, qui sont homozygotes. On va le définir, qu'est-ce que c'est, et on va le comprendre. Homozygote, dominant ou récessif. Ou récessif. Alors, même chose, on va comprendre dans quelques instants. Allèle, nous en avons parlé tantôt avec la mouche. Donc, la mouche qui avait les yeux noirs et la mouche qui avait les yeux rouges. Alors, juste avant, c'est vrai, nous avions dans le document, il y avait le croisement. Donc, le croisement, lignée pure, le père de la génétique. Ensuite, nous avons, oups, il me manque croisement, on va l'ajouter à la main. Donc, ici, après le père de la génétique, nous avons la définition de croisement. C'est tout simplement, vous l'avez dans votre document, c'est que moi, je ne l'avais pas ici. C'est un échange de gamètes. Les gamètes sont des cellules sexuelles, mâles ou femelles. Donc, échange de gamètes entre deux individus différents qui se réalisent lors de la reproduction sexuée. Sur votre document, vous aviez simplement à écrire le mot gamète. Donc, la reproduction sexuée. Allèle, nous l'avons vu tantôt avec le brin d'ADN. Alors, nous avons notre gène. Si on a sur le gène juste une petite modification au niveau des bases azotées, on parle d'allèle et c'est une variation. Je le répète, je l'ai mentionné tantôt. Les yeux rouges de notre mouche et les yeux noirs. Donc, variation possible du gène. Donc, la séquence des nucléotides de deux allèles différents n'est pas la même. Donc, par exemple, le gène de la couleur des yeux possède plusieurs allèles, brun, bleu, etc. Homozygote, c'est un individu qui possède deux allèles. Donc, homo veut dire semblable, identique, pareil. Donc, identique. Pour un caractère donné.
Donc, la personne va posséder deux allèles identiques. Hétérozygote, hétéro veut dire différent, c'est individu qui possède deux allèles qui sont différents. On va voir ça dans quelques instants pour un caractère donné. Un hybride, j'ai donné la définition comme ça, en ne considérant qu'un seul gène, c'est un individu hétérozygote. Donc, souvent, on entend ou on voit le mot hybride. Vous allez voir un individu hétérozygote. C'est à quoi ça ressemble. Vous allez le voir avec les différents caractères. Donc là, c'est encore comme je l'ai mentionné tantôt, c'est du vocabulaire lancé dans le vide. Allèle dominant et récessif maintenant. Donc, tout ça va être plus facile à comprendre. Un allèle est dominant si présent sur l'un seulement des deux chromosomes homologues, l'un d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle. Il est capable d'exprimer un caractère. Ainsi, il exprime son caractère. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir d'un allèle dominant? C'est lui qui va exprimer, il va exprimer son caractère, qu'il soit présent sur les deux chromosomes de la paire ou un seul chromosome. On le représente par une lettre qui va être une grande lettre, en fait, majuscule. Et voilà. Un exemple, c'est sûr qu'avec les chiquiers, tantôt, on va comprendre tout ça, là. Donc, un exemple, allèle, couleur, des yeux bruns. Donc, si un parent a l'allèle de la couleur des yeux bruns, ça ici, c'est un caractère dominant. C'est donc allèle dominant. Alors, si un parent se lie avec un autre du sexe opposé pour avoir des enfants, s'il contient l'allèle dominant pour la couleur des yeux qui est le brun, alors cet allèle-là va se manifester, vous allez le voir, au détriment, par exemple, d'un allèle qui est récessif, comme la couleur des yeux bleus, on va le voir ici. Donc, un allèle qui est récessif, lui, ne pourra pas s'exprimer à moins d'avoir les deux chromosomes homologues. Donc, si son expression nécessite la présence de deux chromosomes homologues, un allèle dominant masque la présence d'un allèle récessif. Donc, si vous avez un allèle récessif, on va représenter cet allèle-là par une lettre minuscule. Un exemple de ça, les yeux bleus. Alors, les yeux bleus, c'est un allèle qui est récessif. Ça veut dire que si on veut vraiment, dans le bagage génétique qui va être transmis à l'enfant, si on veut vraiment avoir les yeux bleus pour un enfant, il faudra avoir du côté du parent, du père, cet allèle récessif-là, et du côté de la mère aussi, le même allèle récessif. À ce moment-là, nous allons avoir vraiment des yeux bleus. Donc, on dit que les chromosomes homologues, OK, très important. Sinon, si nous avons par exemple du parent qui a les yeux bruns, donc qui est un caractère dominant, on l'écrit avec une grande lettre, et un autre parent qui transmet à son enfant l'allèle pour yeux bleus, alors celui qui va l'emporter, c'est le dominant. Alors les yeux seront tout simplement bruns. Alors l'allèle récessif ne l'emporte pas lorsqu'il est avec l'allèle dominant. Donc c'est ça que ça voulait dire tantôt. Alors nous allons avoir, on va s'amuser avec les échiquiers. On va parler avant de génotype. Le génotype, c'est un patrimoine génétique d'un individu. Il décrit l'ensemble des allèles d'un individu pour certains gènes. Donc, la paire d'allèles que porte un individu pour un gène donné forme son génotype. On va l'illustrer dans quelques minutes. Ça aussi, ce ne sera pas vraiment compliqué à comprendre.
Même chose pour le phénotype. C'est la façon dont le génotype se manifeste. Il décrit donc l'apparence ou l'état d'un individu pour un ou plusieurs caractères. L'expression des allèles, en un caractère physique ou physiologique, apparence ou trait, porte le nom de phénotype. Donc, on va aller voir par des exemples dans quelques instants, vous allez comprendre. La détermination des génotypes possibles et leur probabilité. Il faut faire appel à l'échiquier de Punnett, qu'on peut appeler aussi échiquier de croisement. On peut l'appeler aussi grille de croisement. Alors, c'est une grille qui sert à évaluer les probabilités. Donc, les probabilités d'obtenir certains caractères. Nous allons voir comment travailler avec cette grille de croisement. Alors, il y a des règles à suivre. Donc, les règles de l'échiquier de Punnett. Premièrement, on utilise la première lettre du caractère dominant tout le temps. Donc, c'est la première lettre du caractère dominant et on l'écrit en majuscule pour désigner le caractère dominant. Deuxièmement, donc par exemple, je vais donner un exemple comme j'ai fait tantôt. Les yeux bruns. On nous dit par exemple dans l'énoncé d'une question que c'est un allèle dominant. Alors, nous allons le représenter par une grande lettre qui est en fait la première lettre du caractère qui est dominant. Deuxièmement, utiliser la première lettre du caractère dominant et l'écrire en minuscule pour désigner le caractère récessif correspondant. Donc, supposons que les yeux, que le vert n'est pas dominant, par exemple, qui est récessif, je dis ça comme ça, là, qui est récessif. Alors, parce qu'en fait, même pour le vert, il peut avoir plusieurs allèles, mais en tout cas, je donne juste un exemple comme ça parce qu'il y a une lettre différente du brun. Alors, à ce moment-là, on n'écrira pas petit v. On va écrire tout simplement si le vert est récessif et que nous avons le brun qui est dominant pour, mettons, un parent, par exemple, qui a les yeux bruns, donc qui se lierait, par exemple, à un autre parent qui a les yeux verts. Alors, on n'écrirait pas le vert, la première lettre du vert parce que le vert est récessif, par exemple. On écrirait plutôt B en minuscule pour montrer en fait que ça va représenter en fait l'allèle du vert, mais qui est récessif. Alors, c'est simplement une règle. Utiliser la première lettre du caractère dominant et l'écrire en minuscule pour désigner le caractère récessif. Donc, le caractère récessif, on ne va pas le désigner par sa lettre au début de, par exemple, sa couleur ou peu importe. On va plutôt le désigner par la même lettre que le caractère dominant, mais avec une petite lettre. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir dans quelques instants, ça ne l'est pas vraiment. Troisièmement, toujours inscrire la lettre majuscule en premier, c'est le caractère dominant, suivi de la lettre minuscule qui est le caractère récessif. Nous allons pouvoir procéder avec des exemples et ramener tout le vocabulaire que nous avons vu un petit peu plus haut. Un exemple. Donc, on va procéder avec les exemples pour comprendre cette partie-là de matière. Donc, un homme aux yeux bleus a des enfants avec une femme aux yeux bruns. Quelle est la probabilité que leurs enfants aient les yeux bleus? C'est la question. Bien entendu, il faut nous guider. Il faut nous dire qu'est-ce qui est dominant là-dedans, qu'est-ce qui est récessif. Alors, les yeux bruns sont dominants. Donc, vous vous rappelez tantôt, on a parlé de génotype et de phénotype. On en vient, ce ne sera pas long. Alors, les yeux bruns, c'est le caractère dominant et les yeux bleus est un caractère récessif. Donc, le bleu, c'est récessif. Le brun, c'est dominant. Maintenant, donc l'homme avec la femme vont avoir une relation sexuelle, ils vont transmettre leur bagage génétique, chacun une partie de leur bagage génétique, aux descendants, aux enfants. Alors, les yeux bruns, donc avec une femme, donc les yeux bruns, c'est la femme qui a les yeux bruns, l'homme a les yeux bleus.
Le brun, on sait qu'il est dominant. Le bleu, il est récessif. Alors, allons voir. Bon, ici, ça n'a pas bien paru, le tableau, parce que lorsque je l'ai amené dans mon programme Notebook, ça n'a pas fonctionné. Alors, je vais le compléter. Alors, vous avez ici, je vais juste le faire avec des lignes un petit peu plus élégantes. Alors, ce que vous avez dans votre document, ça ressemble à cela. En fait, vous avez ceci. On va avoir une ligne comme ça. Nous avons cela. Bon, je l'ai peut-être fait un peu grand, mais c'est pas grave. Vous avez par la suite les mots, vous avez le phénotype ici. Et voilà. Vous avez les yeux, ce bon. Vous avez ceci, ça ressemble à cela. On va placer nos mots. Alors, vous, c'est déjà fait. On a le phénotype. Le phénotype, le génotype. Alors, nous avons ici, juste pour vous montrer, on peut avoir un génotype homozygote, hétérozygote, 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 homozygote. Par exemple, pour le brun. Pour que se manifeste ce caractère-là, les yeux blancs, le brun, pardon, il est dominant. On peut avoir les deux grandes lettres, donc le BB ou le hétérozygote, donc grand B, petit b. Donc en fait, le génotype, si ça vient d'un parent qui est homozygote et que ce parent a des yeux qui sont bruns, donc comme il est homozygote, ça veut dire qu'il a deux fois, donc la lettre B pour la dominance de la couleur yeux bruns. S'il est hétérozygote, mais qu'il a quand même les yeux bruns, j'ai oublié de le mentionner, mais on va le mentionner ici, les yeux bruns, ça c'est le phénotype. Donc le phénotype, là, c'est le caractère, c'est vraiment, c'est quoi le caractère? Ses yeux bruns. Le génotype, c'est les allèles qu'on retrouve pour sur les gènes. Donc vous avez ça ici, les allèles. Voyez-vous, là, on est en train de... Donc le génotype, c'est vraiment les allèles qu'on retrouve sur le gène. Donc, on peut en avoir qui sont homozygotes, donc on retrouve la même lettre, ou hétérozygotes. Mais ça va quand même donner des yeux bruns, puisqu'on nous a mentionné que la couleur yeux bruns était le caractère dominant. C'était l'allèle dominant. OK. Pour le génotype de la mère, non, pardon, on va le faire tantôt. Ça, c'est juste un tableau. En passant, l'exemple, là, ça, c'est pas vrai. Ben, oui, c'est avec l'exemple, mais c'est pour montrer les possibilités, là. Alors, vous avez par la suite des yeux bleus. Donc, les yeux bleus. Les yeux bleus, on n'a pas le choix. Il faut que l'individu soit homozygote. Donc, il ne peut pas être hétérozygote. Parce que s'il est hétérozygote, automatiquement, il va avoir le gène dominant qui est couleur de yeux bruns. Et la personne, à ce moment-là, va avoir les yeux bruns. Donc, le dominant l'emporte toujours sur le récessif. Alors, vous allez avoir un individu homozygote qui va avoir des allèles sur son gène, petit b, qui représente la couleur des yeux bleus. Bon, maintenant, on va faire quelque chose de simple. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Alors, si je prends ma question ici, ce qu'on nous a mentionné, c'est que l'homme, il est aux yeux bleus. Alors, le génotype, on a mentionné tantôt, c'était quoi le génotype du père? Ça va être quoi? C'est en fait les allèles qu'on retrouve sur le gène. Le père, en passant, on va le représenter, le masculin, par un rond avec une flèche comme ça.
Alors, on n'a pas le choix. S'il est avec des yeux bleus, il est donc homozygote. Homozygote. Donc, ces allèles sur les gènes, voici ces allèles sur le gène. Si le papa a ses allèles sur le gène et que ses allèles sont pareils, ça fait de lui un individu homozygote. Et son phénotype, qu'est-ce que ça veut dire, phénotype? C'est la manifestation du caractère. C'est quoi le caractère? C'est le caractère, ça va donner des yeux bleus. Donc, c'est ça le phénotype. Et voilà. La mère, maintenant. La mère, son génotype. On nous a mentionné pour la mère qu'elle a les yeux bruns. La mère, en passant, c'est un rond avec, donc le sexe féminin, c'est un rond avec une croix. Alors, on nous a mentionné que la mère avait les yeux bruns. Alors, les génotypes possibles, c'est d'avoir le B pour le caractère yeux bruns dominant, ou, donc à ce moment-là, l'individu est hétérozygote, ou bien elle peut avoir les deux allèles dominants. À ce moment-là, elle est homozygote. Et voilà. Dans les deux cas, on parle de yeux bruns. Allons répondre à la question maintenant. On n'a pas encore répondu. Ça, c'est son phénotype en passant. Son phénotype, ses yeux bruns. Phénotype, ses yeux bruns. Allons maintenant allons répondre à la question. Alors, il y a deux possibilités. Nous allons faire l'échiquier de croisement. Donc, au niveau, on appelle ça la génération filiale, donc les descendants. Nous allons faire notre échiquier pour les deux cas. Parce que la mère, on n'a pas précisé si elle était homozygote ou hétérozygote. Si on avait précisé, on aurait eu juste un cas à faire. Donc, le premier cas, donc l'échiquier, de quelle façon on le fait? On peut le faire, c'est un tableau. On va le faire à double entrée. D'un côté, nous avons ce qui vient de la gamète femelle, donc de la maman, et de l'autre, du papa. Donc, gamète mâle, dans le cas d'un papa, c'est les spermatozoïdes. De la maman, c'est l'ovule. Donc, vous avez les gamètes femelles. OK. Alors, pour le papa, voyons son génotype. Alors, son génotype à lui, il a les yeux bleus. Donc, c'est l'allèle B, petit b, petit b. Les allèles petit b, petit b. Pour la maman, nous avons deux choix. Donc, je vais copier quand même le même échiquier. Je vais le faire en même temps. Je ne vais pas écrire toujours le gamète, etc. Là. Donc, vous avez le papa, vous avez la maman. Bon, le papa, on n'a pas le choix. Il a les yeux bleus. Donc, c'est récessif. Il ne peut pas être hétérozygote. Il est homozygote. La maman, elle, il y a deux possibilités. On nous dit qu'elle a les yeux bruns. Le brun, elle a reçu peut-être de son père ou de sa mère l'allèle B pour yeux bruns et l'autre partie, l'allèle B, petit b, pour yeux bleus. Mais comme c'est le caractère dominant, c'est l'allèle dominant qui l'emporte, elle a les yeux bruns. Donc, lors de
Donc, le papa va donner la moitié de son bagage génétique, la maman aussi. Donc, les possibilités que nous retrouvons, donc pour les descendants, c'est d'avoir grand B, petit b, grand B, petit b, petit b, petit b, petit b, petit b. Donc, nous avons la possibilité, je vais juste effacer cela, là, c'est un petit peu trop long, que les descendants, si on regarde la grille, donc les descendants, les enfants, auront 50% de chance d'avoir des yeux bruns, parce qu'on en a ici, brun, brun, les yeux bruns. Donc, ce sera 50% de chance. Et les yeux bleus, 50% de chance d'avoir des enfants aux yeux bleus. Alors, la maman est hétérozygote, le papa est homozygote ici. Comme on n'avait pas précisé que la maman était hétérozygote ou homozygote, c'est pour ça que je fais les deux. Donc, si la maman est, donc ici, là, on était hétérozygote. Hétérozygote. Maintenant, on va faire la même chose, mais homozygote. Donc, ici, la maman est homozygote. Alors, si la maman est homozygote, pour couleur de yeux bruns, elle a deux grandes lettres B. Nous allons avoir grand B, petit b, grand B, petit b, grand B, petit b, grand B, petit b. Si elle a eu de ses parents, bon, la maman a les yeux bruns, si elle a eu de ses parents les allèles grand B, elle va transmettre à 100% de ses enfants, de ses descendants, donc les descendants ou les enfants auront les yeux bruns et ça va correspondre à 100%. Donc, ici, vous avez un père homozygote, récessif pour la couleur des yeux bleus, qui s'est lié avec une maman hétérozygote dans un premier temps avec des yeux bruns. Donc, il y avait quand même une chance sur deux d'avoir un enfant avec les yeux bleus. Par contre, si la maman était homozygote avec les yeux bruns, pas de chance d'avoir les yeux bleus. Alors, ça ici, je te le rappelle, ce sont les génotypes, lorsqu'on écrit les lettres. Les phénotypes, c'est simplement yeux bleus, le caractère, donc yeux bruns. Ça donne quoi d'avoir, par exemple, grand B, petit b, ça donne des yeux bruns. Donc, ce génotype donne ce phénotype. Et c'est quoi d'avoir des yeux bleus? Alors, c'est petit b. Donc, ce génotype donne ce phénotype, donc les yeux bleus. Nous apprenons par l'exemple, on va en faire un autre. Faire l'échiquier de Punnett pour le croisement d'un plant de pois aux fleurs violettes. Ah, ici, on nous dit que c'est hétérozygote avec un plant de pois aux fleurs blanches homozygote. Et on nous donne le caractère qui est dominant. Alors, on va appliquer la règle. Le caractère qui est dominant, c'est la fleur violette. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que celui qui est dominant, on met une grande lettre. Alors, ça veut dire ça, si nous avons ce gène-là, si nous avons un gène qui a cet allèle-là, qui est dominant, alors la fleur sera de couleur violet. Donc, violet. Par contre, le gène récessif, on ne va pas aller écrire le B pour blanche. On va aller écrire petit v, qui veut simplement dire non violet. Et dans notre cas, ben, ce sera blanc. Donc, c'est la règle que nous suivons pour les échiquiers. C'est sûr qu'au début, souvent, on a tendance à écrire, par exemple, pour la couleur blanche, on va écrire un petit B pour pas trop se mêler, mais en fait, ça devient très, très, très simple de faire l'association après pour trouver nos couleurs. Alors ici, bon, c'est une plante, là. Alors, on a les gamètes, on peut les placer n'importe où. Mais ce que nous avons comme génotype, très important,
on nous dit que la fleur violette, elle est hétérozygote. Si la fleur violette est hétérozygote, ça veut dire qu'on n'a pas un grand V avec un grand V, hein, ni un petit V avec un petit V. La fleur violette a donc un grand V avec un petit V. Elle est différente, hétérozygote. Donc, c'est sûr qu'elle a les deux. Et la blanche, elle est homozygote. Alors, ça veut dire qu'elle est blanche, donc elle a le petit V, petit V. On n'oublie pas, le caractère qui est dominant l'emporte sur le récessif. Donc, si la fleur est violette et qu'on nous dit que c'est le violet qui est dominant, et si l'individu est hétérozygote, ça prend vraiment un grand V avec un petit V. Donc, violet et non violet, c'est le violet qui va l'emporter. À l'inverse, la fleur blanche, elle est blanche, donc caractère récessif. Donc, ça ne se manifeste pas à moins d'être homozygote, d'avoir les deux petits V. Si nous faisons l'échiquier, donc ici, vous avez grand V, petit V, pour celle qui est violette, pour celle qui est blanche, petit V, petit V. Ça va nous donner des individus, on place toujours la grande lettre en premier, ça va nous donner des individus, donc des graines. Les graines vont tomber, vont donner naissance à des fleurs, donc des plants qui vont pousser, ensuite des naissances à des fleurs. Alors, nous allons retrouver ici, donc voici le génotype de chacune des fleurs. Donc, par le pollen, il va y avoir la transmission là, aux descendants, aux graines là, qui vont servir pour faire de nouveaux plants. Alors, pour les descendants, nous aurons 50% de fleurs violettes. Donc, qu'est-ce qui va donner le violet? Ici, le grand V l'emporte sur le petit V, donc on en a à deux endroits. Donc, c'est 50% pour les fleurs violettes et 50% pour les fleurs qui sont blanches. Donc, vous avez le non-violet, c'est homozygote, non-violet, homozygote. Donc, dans les descendants, 2 seront homozygotes, 2 seront hétérozygotes. Un autre exemple, je pense que ça va bien avec l'exemple. Ça, je vais vous le montrer avec le sexe des bébés. En fait, on a le 23e chromosome qui identifie le sexe des bébés. Alors, on va y aller avec le papa, la maman. En fait, le chromosome, on l'a vu tantôt. Pour le papa, c'est le XY. C'est seulement lui qui peut transmettre le Y parce que la maman, c'est XX. On avait vu, c'est un rappel, XX donne une fille et XY va donner un garçon. Alors, c'est pour ça, vous allez voir ici, lorsqu'on fait l'échiquier, pas vraiment de dominance. Alors, vous allez avoir ici que 50%, la nature est bien faite, hein? Donc 50% seront des filles et 50% seront des garçons. Donc, le génotype, phénotype. Donc, les génotypes, c'est XY pour le papa. Donc, les papas ont toujours ça. Et les mamans, XX. Et le phénotype, fille, garçon. Maintenant, un autre exemple. On dit si le génome de la couleur de l'iris des yeux est grand B, pour l'allèle dominant brun, on le fait tantôt, et petit b pour l'allèle récessif bleu, on demande de représenter à l'aide d'un échiquier de croisement les phénotypes et les génotypes d'une deuxième génération filiale si les individus de la première génération sont hybrides hétérozygotes, on avait vu le mot hybride tantôt, bébé pour ce gène. Donc ici vraiment, on nous a vraiment identifié la chose suivante, c'est que on nous a dit que la première génération, là, nous avons des pour la laine récessive bleue, bon, nous avons le petit b, bon, le phénotype et les génotypes et les individus, la première génération sont des hybrides hétérozygotes.
Donc, nous avons des hybrides hétérozygotes. On va aller faire ça. Alors, nous avons ici, on n'a pas mentionné là, pour l'homme ou la femme, donc ça importe peu. Donc, on a le génome de la couleur de l'iris des yeux qui est B pour l'allèle dominant et petit b pour l'allèle récessif, pour l'allèle récessif bleu. Représenté à l'aide d'un échiquier, le croisement des phénotypes et des génotypes d'une deuxième génération, si les individus de la première génération sont hybrides hétérozygotes. OK? Donc, ça veut dire qu'ils ont les yeux bruns. Ils sont hétérozygotes. Donc, sur leur gène, les allèles sont différents. Donc, vous allez avoir, OK, donc si on veut montrer le génotype, donc les génotypes, grand B, petit b, c'est hétérozygote. Ensuite, petit b, donc c'est toutes les possibilités qu'on peut avoir, c'est homozygote. Le phénotype, donc dans le cas ici de grand B, petit b, c'est brun, donc les yeux bruns. Et ici, le phénotype, donc le phénotype, yeux bleus. On peut avoir aussi le grand B, qui est homozygote. Donc, phénotype, même chose. Ça va être brun. Donc, la couleur des yeux, c'est brun. Et vous avez par la suite, est-ce qu'on a toutes les possibilités? Oui. Alors, vous comprenez maintenant les génotypes, phénotypes. Donc, on revient ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour ces parents? Grand B, grand B, grand B, petit b, et ensuite petit b. Donc, nous aurons ici, au niveau des descendants, donc les enfants, il va y en avoir 1, 2, 3, donc 75%, ou 3 sur 4, qui auront les yeux bruns, parce que le brun, c'est un caractère dominant. Et on aura 1, donc 25% des enfants, des descendants, qui vont avoir les yeux bleus. Et voilà. Maintenant, un autre exemple. On a fait nos petites... en classe, on a fait nos petites statistiques avec les lobes d'oreille. Alors, c'était avec... en fait, c'est le gène situé sur le chromosome 22 qui détermine la présence ou l'absence de lobes d'oreille. L'allèle dominant détermine la présence donc du lobe, ça veut dire un lobe qui est détaché, ou l'absence du lobe attaché de l'oreille. Donc l'allèle dominant détermine la présence d'un lobe et l'allèle récessif, il n'y en a pas. Alors on va aller voir le petit dessin. Donc ce qu'on a mentionné, on va l'appeler grand L, c'est ce qu'on nous a c'est ce qu'on va nous dire dans la question, en fait. Alors, on va aller la lire après. Et si nous avons un lobe d'oreille qui est présent, donc qui est détaché. Donc, ici, nous avons un lobe. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un détachement, c'est détaché. Par contre, lorsque ça suit le visage, il n'y a pas de lobe. On ne parle pas de... C'est pas un lobe, ça continue. C'est attaché. On va nous donner le contexte. Bon, donc, détaché, attaché. Si le génome de la présence du lobe, donc lorsque vous avez un lobe détaché, là, en fait,
c'est dominant. Donc, c'est un allèle dominant. On va l'écrire avec un grand L. Par contre, un lobe qui est absent, donc qui est attaché, c'est la petite lettre, donc pour montrer que c'est récessif. On demande de représenter avec la grille de croisement les phénotypes et les génotypes d'une deuxième génération filiale, donc les descendants. Si le père est un hybride hétérozygote, très important, pour ce gène, et sa mère homozygote avec le lobe d'oreille attaché. Alors, ça va nous permettre de faire la grille correctement. Alors, les génotypes, on va faire notre tableau. Des génotypes du papa. Donc, nous avons mentionné que le père est un hybride hétérozygote. Grand L, petit l. Ça veut dire un lobe d'oreille, absence du lobe d'oreille. Donc, le lobe d'oreille est attaché. La mère, on nous dit qu'elle est homozygote avec le lobe d'oreille attaché. Ça veut dire qu'elle n'a pas de lobe d'oreille. Il est attaché. Alors, ce que ça nous donne, donc voici les génotypes. Donc, ce que ça nous donne, grand L, petit l, grand L, petit l, petit l, petit l, petit l, petit l. Alors, au niveau des enfants ou des descendants, donc nous avons pour le génotype LL, ça veut dire que nous avons lobe présent. Donc, le lobe y est présent, le phénotype, c'est lobe présent. Et ça va correspondre à 50% des descendants. Pour le génotype LL, nous avons lobe absent et ça correspond à 50% des individus. Le test des goûts, nous l'avons fait en classe. Maintenant, le clonage, pour terminer, ça c'est rapide, vous avez juste à faire de la lecture. On va aller voir plutôt le schéma. Donc, le clonage, définition, c'est reproduction d'un individu. On reproduit un individu par le clonage ou une partie de cet individu-là ou l'un de ses gènes. Ça, c'est la manipulation génétique afin d'obtenir des copies exactes. Vous allez lire dans votre document, parce que moi, ici, il n'est pas complet. Encore le programme Notebook qui n'a pas complété mon tableau. Mais vous allez voir les types de clonage qui existent, naturels. Donc, la définition, ça engendre des individus génétiquement identiques grâce à la reproduction asexuée. Exemple, pour les plantes, par exemple, lorsqu'on fait des boutures, pour, par exemple, un pommier pour lequel on veut différentes sortes de pommes, on va faire des boutures, le bourgeonnement, le marcottage, etc. On peut avoir un type de clonage artificiel, végétal et animal. Ça, c'est identique au clonage naturel, mais avec une intervention humaine afin d'obtenir des copies identiques d'individus qui présentent des caractéristiques recherchées. Un agriculteur, par exemple, pourrait être tenté de cloner un plant qui donne des carottes bien orangées, grosses et savoureuses. On peut alors faire une culture in vitro. Un exemple de ça, le bœuf que nous avons, qui était très, très célèbre au Québec, le Starbuck. Donc, on a vraiment cloné son bagage génétique. Donc, il y a beaucoup de vaches qui ont mis au monde des bébés venant de Starbuck. Dans votre tableau, vous avez par la suite chez l'humain, je ne vais pas le compléter parce que vous l'avez sur votre document PDF là, qui est sur le site internet patioscience.com. Alors, vous avez reproductif, obtenir un nouvel individu génétiquement identique à celui qui se fait cloner, donc un double de soi-même. C'est interdit au Canada et dans bien des pays. Vous avez aussi thérapeutique, obtenir des tissus ou des organes génétiquement identiques à une personne devant subir une greffe. Donc, produire des tissus de rechange identiques afin d'éliminer tout risque de rejet et de la greffe. Donc, par exemple, lorsqu'on fait pousser, entre guillemets, de la peau pour des personnes qui ont eu des brûlures.
Et génique, c'est la production de multiples copies d'un même gène défectueux afin de mieux l'étudier. On fait ça, par exemple, pour la fibrose kystique. C'est un gène qui est défectueux et on l'étudie. Vous avez ici probablement déjà entendu parler de la première petite brebis qui avait été clonée, Dolly. Alors, ce que nous avons fait, tout simplement, on a pris le bagage génétique, on a pris en fait une donneuse, une brebis A qui a donné une cellule mammaire et une brebis B qui a donné l'ovule. Ce que nous avons fait, nous avons prélevé, l'ovule était non fécondé, bien entendu. Nous avons retiré le noyau et nous l'avons placé. Donc, nous avons retiré le noyau de la brebis A, de la brebis B, mais nous avons mis le noyau de la brebis B, et voilà, pardon, le noyau de la brebis A dans la cellule ici de la brebis B. Et ensuite, nous l'avons transplanté dans l'utérus d'une brebis porteuse et ça a donné naissance à Dolly. Donc, en fait, le même bagage génétique que cette brebis. Donc, elle a donné naissance à son clone. Ça termine la génétique. Alors, beaucoup de vocabulaire, du par cœur, mais en fait, vous pouvez regarder les vidéos, les liens, en fait, que je vais mettre sur le site Internet et sur Facebook Patiosciences. Alors, ça va vous aider à comprendre ces notions-là dans l'infiniment petit de la vie, en fait, la génétique. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Facebook Patiosciences. Vous pouvez aller chercher le document PDF sur le site internet patiosciences.com.